Bonjour, nous continuons à parler du commerce international et notamment du droit de l'OMC pour réguler ce commerce international. Et après avoir parlé du commerce des marchandises et du commerce des services, j'aimerais parler du droit des marchés publics. Déjà pour la terminologie, il faut dire que par exemple en France, historiquement, on utilisait plus souvent le terme achat public, tandis qu'en Suisse, suite aux négociations à l'OMC, on utilise normalement le terme de marché public pour les achats de biens et de services par l'État. Ça veut dire en Suisse tous les échelons, donc l'État fédéral, les cantons, les communes, quand il achète des biens dont il a besoin pour son fonctionnement et pour offrir, offrir, des services publics. Euh, on parle donc du droit des marchés publics et une relativement grande partie de la consommation de services et des biens dans chaque État est régie par ce droit des marchés publics, raison pour laquelle il est particulièrement important. Le droit des marchés publics au plan international est régi par un accord sur l'achat public à l'OMC. Donc là, vous voyez la terminologie plutôt française. Il s'agit d'un accord plurilatéral. Vous vous souvenez, ça veut dire que pas tous les membres de l'OMC sont obligés à le ratifier, à le respecter. Il y a cette option pour les membres de l'OMC qui souhaitent le faire, mais ceux qui le font sont obligés à le respecter. Pour le moment, c'est essentiellement un groupe plus restreint de pays industrialisés et certains pays émergents qui l'ont accepté, tandis que la plupart des pays pauvres, des pays en voie de développement, ne l'ont pas fait. Il y a des négociations en cours, souvent aussi bilatérales et en dehors de l'OMC, où les pays qui ont déjà accepté l'application de cet accord sur l'achat public demandent à d'autres membres de l'OMC de le faire également. Et c'est souvent le résultat des négociations d'un paquet de traités qui inclut donc l'invitation et l'acceptation par le membre de l'OMC concerné de donc également accepter l'applicabilité de cet accord sur l'achat public. Il faut voir que dans les accords régionaux, notamment l'Union européenne, l'ALE, et même dans le cadre des rapports entre la Suisse et l'Union européenne, historiquement la Communauté européenne, il existe des chapitres, voire des accords sur la même substance qui s'inspirent le plus souvent des règles de l'OMC. Alors, quelle est l'idée de pourquoi aussi la consommation de biens et de services par l'État devrait être régie par certaines règles? Vous vous souvenez, dans le cadre du droit international économique, et notamment à l'OMC, nous parlons normalement de disciplines qui s'appliquent. Alors, ce sont en principe les mêmes idées que nous avons aussi vues pour la libéralisation du commerce des marchandises et des services de manière générale. On veut créer plus de transparence. Il y a un risque qu'un gouvernement préfère ses propres producteurs, ou encore pire, que certaines personnes au sein du gouvernement préfèrent des producteurs et des fournisseurs de services avec lesquels ils ont un rapport privé particulier, des clans, des familles, le parti, certains groupes ethniques. Et donc, déjà pour permettre le contrôle, il faut créer plus de transparence dans ce domaine, notamment aussi pour éviter le protectionnisme que nous avons vu comme un des objectifs particuliers de la lutte contre ce protectionnisme en droit international économique. La discrimination, nous avons vu que normalement toute distorsion qui ne tient pas compte
critères légaux et légitimes mène à des distorsions. Et si ces distorsions ne sont pas justifiées, normalement, il y a une perte d'efficacité qui crée des coûts pour le système dans son ensemble et à la fin, le consommateur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir certaines différenciations, mais les critères doivent être transparents et clairs, elles doivent être justifiées. Et donc, c'est sous le titre d'absence de discrimination illégale qu'on essaye de remédier ce problème. Troisième élément, des règles claires. Donc, ça va ensemble avec les questions de transparence. Si les règles ne sont pas claires, les fournisseurs de services et les producteurs ne savent pas à quelles règles s'adapter et ça crée de nouveau des inefficacités et ça permet souvent aussi aux contrôleurs et à ceux qui doivent administrer ce système d'en profiter peut-être pour demander des pots de vin. Ça ouvre la porte à la corruption, à la criminalité économique, à la fraude, et donc des règles claires sont importantes. La possibilité de faire recours, donc le règlement différent, nous avons vu ça dans tous les chapitres de ce cours, notamment aussi au début, et cela s'applique aussi au marché public. Il doit être possible pour celui qui a l'impression que les règles ne sont pas respectées, qu'un fournisseur est choisi à cause de ses liens privilégiés avec une personne dans l'administration ou dans le gouvernement, puisse faire recours et faire respecter et contrôler les règles du droit des marchés publics par des tribunaux. Et finalement, un autre critère qu'on trouve dans ce domaine, c'est aussi d'accepter que cette transparence, ces possibilités de recours, la demande de se conformer à certaines règles claires, ça peut causer aussi certains coûts. Ça crée des procédures, ça crée des voies de recours qui peuvent faire que toute la procédure qui mène finalement à l'allocation d'un contrat et à la fourniture de services ou de produits, ça peut durer plus longtemps. Et donc ici, il faut trouver un équilibre entre les bénéfices qu'on tire de la transparence, de l'absence de discrimination, de la possibilité de faire recours, avec les coûts qui sont créés par les procédures qui peuvent sembler plus lourdes, plus rigides. Et le remède ou l'instrument qui semble le plus simple à appliquer, c'est qu'on a des seuils financiers. Au-delà d'un certain seuil financier, il faut appliquer ces règles. Et en dessous de ces seuils, pour des petites sommes, pour des contrats d'une moindre importance, on accepte que les procédures soient peut-être moins transparentes et qu'il y ait moins de possibilités de recours. Ainsi, on essaye de trouver un équilibre entre avantages du système et désavantages du système. Les désavantages étant essentiels, néant toute la réglementation, la procédure des administratifs. Alors en Suisse, la mise en œuvre de ce droit se fait essentiellement par la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. Là, vous voyez la terminologie suisse qui utilise le terme marché public. Vous voyez le moment où cette loi a été introduite, c'est effectivement au moment où la Suisse a ratifié les accords de l'OMC, y inclut l'accord de l'OMC sur les marchés publics, dont vous trouvez ici le numéro dans le recueil systématique. En parallèle, et peu de temps après, la Suisse a conclu un accord préférentiel avec, à l'époque encore, la Communauté européenne, maintenant l'Union européenne, pour aller plus loin. Cet accord donc respecte exactement cette idée d'un accord préférentiel
il est en plus basé sur le droit de l'OMC. Il va plus loin dans le sens que les seuils financiers sont parfois plus bas, parce qu'on a des rapports privilégiés avec l'Union européenne, et on a ouvert plus de secteurs qui sont couverts par ce accord préférentiel entre la Suisse et l'Union européenne. Par contre, le droit, les idées sont et les instruments utilisés sont exactement les mêmes dans les deux accords, l'accord plurilatéral global de l'OMC, ratifié par la Suisse, et l'Union européenne, il faut dire, et puis leur accord préférentiel de 1999. Prenons comme exemple les objectifs et les définitions tels qu'on les trouve dans l'accord Suisse-Union européenne. Dans l'article 3, cet accord dit que l'accord a pour objet d'assurer dans la transparence et en l'absence de toute discrimination aux fournisseurs et aux prestataires de services des deux parties un accès réciproque au marché de produits et de services, y compris les services de construction, passés par les opérateurs de télécommunications, des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie, autres que l'électricité, et des entités privées assurant un service au public des deux parties. Donc là, on voit certains des activités étatiques. En Suisse, nous appelons cela souvent le service public. Et il y a bien sûr une discussion dans quelle mesure il se justifie déjà que l'État soit si actif en tant qu'agent économique dans ces domaines. Mais ça, c'est une discussion de principe. L'OMC au moins, et même le droit de l'Union européenne, laisse une large marge de manœuvre à l'État de décider s'il veut être actif dans ces domaines ou s'il veut privatiser ou réserver ses activités au secteur privé. Mais si l'État est actif en tant qu'agent, prenez pour la Suisse par exemple la Swisscom ou les CFF, il est lié aux règles de cet accord et de l'accord de l'OMC, dans la mesure où on a accepté des engagements dans le cadre de ces accords qu'on a donc fait des concessions concernant certains secteurs et des contrats d'une valeur au-dessus des seuils prévus par ces accords. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'accord préférentiel entre la Suisse et l'Union européenne sur les marchés publics est basé principalement sur les dispositions qu'on trouve aussi sur l'accord sur les marchés publics. Donc, on voit donc là l'influence que le droit de l'OMC a de nouveau sur la conclusion et le contenu des accords préférentiels, même entre États comme la Suisse et l'Union européenne. Quelle est la différence? L'accord de l'OMC soumet la Confédération et les cantons, ainsi que les entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, des transports urbains et de l'énergie aux règles de l'OMC sur les appels d'offres et les passations de marché pour tous les biens, services et constructions, pour autant que ces contrats dépassent certains seuils financiers. Là, on reprend les principes dont j'ai parlé. Donc, pour savoir si un secteur ou un contrat spécifique est soumis à ces règles, on doit vérifier dans le cadre entre l'Union européenne et la Suisse, et aussi dans le cadre de l'accord de l'OMC, si un tel contrat est vraiment dans le champ d'application de ces accords, et cela est défini avec des secteurs qui sont inscrits dans ces accords par la Suisse et des seuils financiers qui s'appliquent. Donc ça, c'est chaque fois le premier exercice que celui qui veut savoir si les règles de l'OMC et ou de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne sont applicables, c'est cet exercice qu'on doit faire.
Dans l'accord bilatéral, je l'ai déjà dit, on veut aller plus loin et donc la Suisse et l'Union européenne ont convenu d'élargir le champ d'application en inscrivant plus de secteurs, plus d'entreprises étatiques qui sont soumises à ces règles que dans l'accord de l'OMC et aussi les seuils applicables sont plus bas.